J'ai entendu plein de choses intéressantes et de la part de chercheurs, de scientifiques, et on a besoin de la parole et de l'appui des scientifiques. Je me disais d'ailleurs ce matin, j'aimerais bien que mes anciens collègues sénateurs et députés, sénatrices et députés puissent participer à ce genre de débat pour entendre, parce qu'il y a véritablement besoin de connaissances au niveau politique. Alors, moi, je vais vous parler de choses concrètes de la politique. D'abord, on est en situation d'urgence, tout le monde le sait. Il est même bien tard, mais il n'est pas trop tard, dans la mesure où on prend les décisions qui conviennent. Alors, les politiques publiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel peut être leur rôle? Certains disent, de toute façon, les politiques, ils n'y peuvent rien face au poids des lobbies, et donc ils font des discours, mais ils sont impuissants par rapport à ça. Chaque fois, quand j'étais politique, mais je le suis toujours dans l'âme, ça m'énervait particulièrement qu'on dise qu'on ne fait pas le poids par rapport au lobby. Parce que oui, on fait le poids. La politique, d'abord, il y a une belle définition de la politique. La politique, c'est l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. Si tout le monde se mettait à l'appliquer, la face du monde changerait rapidement. Du coup, j'en ai perdu le fil, j'aurais pas dû m'écarter comme ça d'entrée de jeu. En tout cas, le monde politique a une nécessité forte de se remettre en question. On voit bien qu'il ne va pas se remettre en question tout seul. C'est la population, les citoyennes, citoyens qui pourront faire bouger et aussi véritablement jouer leur rôle. Le concret, alors je vais vous parler d'une petite loi, elle s'appelle la loi Labbé en préambule, pour montrer que ce qui est absolument impossible peut se faire quand même à un moment dans la mesure où on le travaille. Alors, j'ai fait de la politique presque toute ma vie, mais c'était de la politique appliquée, c'était pas de la politique de discours. J'ai été maire, je me suis régalé, dans le sens noble du terme, dans mes missions de maire. Et comme j'étais écologiste depuis René Dumont, j'avais cette sensibilité, et lorsque je suis devenu maire en 95, j'avais entendu les recommandations de Rio 92, incitant les collectivités à prendre leur destin en main. Et il y avait pour cela une méthode, l'Agenda 21. Et très rapidement, donc, on a adhéré à la méthode Agenda 21. Et toutes les décisions politiques que l'on prenait sur notre commune passaient par le prisme du développement durable. Et ça a été véritablement une mise en cohérence de nos politiques, de nos convictions, et c'était intéressant. Et la première des grandes décisions que l'on a prises, ça a été de se passer des pesticides sur l'ensemble des espaces publics de la commune. C'était en 2006. C'était très compliqué. Moi, j'étais convaincu, autour de moi, c'était entre les deux. J'avais un peu forcé la main pour avoir une majorité, parce que des fois, la politique, ça marche comme ça aussi. Mais par contre, c'était casse-gueule et il fallait se réussir. Et au final, bien, on a travaillé, on a appris, comme font d'ailleurs les pionniers de l'agriculture ou de la viticulture. Ce n'est pas des chemins qui sont simples, c'est compliqué, mais c'est passionnant et c'est l'avenir. Donc à cette époque, j'étais convaincu que c'était l'avenir, et on a réussi à maintenir cette politique. On me disait 2008, on ne passera jamais les élections, tu nous emmènes dans trop de risques et tout ça. Ma réponse c'était non, il faut absolument qu'on communique avec la population pour qu'elle comprenne le pourquoi, et il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas la confiance d'une majorité. Et on a eu la confiance d'une majorité et ça a continué. Et puis est arrivé 2011, les élections sénatoriales de 2011. Je n'avais pas du tout de projet de carrière ni quoi que ce soit. Donc je suis candidat pour les écolos et contre toute attente, je suis élu et j'entre au Palais du Luxembourg. Alors évidemment, c'est l'euphorie de gagner une élection comme celle-là, mais très rapidement se retrouver au Palais du Luxembourg quand on vient de la campagne, qu'on ne connaît pas les codes, qu'on ne sait pas trop bien parler comme les autres, ça a été très compliqué. J'ai eu beaucoup le complexe d'infériorité. Je me suis demandé des fois, qu'est-ce que je fais ici? Je ferais mieux de démissionner. Mais quand on est élu, on nous a fait confiance. On n'a pas le droit de démissionner, donc je me suis accroché. Et il y a eu une aubaine qui est arrivée, une mission d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé et sur l'environnement.
Pour les écolos, j'étais évidemment le tout désigné pour participer à cette mission. Les missions d'information, je ne savais pas que ça existait. Mission d'information, c'est des représentants de chacun des groupes politiques, à proportion du poids du groupe politique, dans cette mission. Et pendant 6 mois, on travaille sur un sujet. Et là, c'était impact des pesticides sur la santé et sur l'environnement. Donc je me dis, là, je vais pouvoir m'exprimer dans cette mission-là. Donc ce sont des auditions, 6 mois de travail et un travail en commun. Et gauche-droite confondus, on se retrouve ensemble. Et les uns et les autres, on est des humains aussi. Ok, on n'est pas d'accord sur plein de choses. Par contre, on est des humains. J'en parle parce que c'est drôlement important pour la suite de renouer des relations humaines. On n'est pas d'accord et on l'assume. Mais par contre, on est des humains et on doit être capable, pour l'intérêt général, de travailler ensemble. Donc cette mission, on n'est pas venu à Bordeaux. On a accueilli une médecin dont le prénom est Nadine. Je me demande si c'est pas Ouédé, oncologue à Bordeaux, qui nous a parlé du cancer, ce qu'elle appelait le cancer du vigneron, le cancer de la vessie. Donc tous, on entend ces mêmes choses-là. Un chirurgien pédiatre de Lille qui dit, voilà, moi je suis chirurgien pédiatre, mais je me suis spécialisé dans les malformations génitales des nourrissons, tellement il y en a en lien direct avec les pesticides. Moi j'entendais ça comme les autres, là on était atterrés. Je savais que c'était grave les impacts, mais à ce point je ne le pensais pas. Sur la biodiversité, évidemment, Jean-Marie Pelt, enfin on pouvait auditionner qui on voulait. Donc j'ai demandé à ce qu'on entende Jean-Marc Bonmatin, spécialiste des pesticides néonicotinoïdes sur les abeilles. Il m'avait interpellé, donc je lui ai dit tu viens, on va t'auditionner. Il a fait une démonstration extraordinaire sur ses travaux de scientifique, et démontrant aussi que les néonicotinoïdes touchaient le système nerveux central des abeilles, ne les tuaient pas, c'est pour ça que ça pouvait être mis sur le marché, mais les déroutaient puisque le système nerveux était touché. Il nous dit mais l'humain a aussi un système nerveux central et les pesticides ne vont pas vous foudroyer, mais l'effet cumulatif et l'effet cocktail peut générer des maladies neurodégénératives et c'est ce qui se passe actuellement. Alors la mission, je fais très vite là, la mission est sanctionnée par un rapport avec des recommandations. Je trouvais qu'on avait bien travaillé, on aurait pu aller beaucoup plus loin, mais je me suis restreint en disant c'est pas si mal, je vais voter le rapport au nom des écolos. Certains me disaient non, en tant qu'écolo on peut pas, c'est pas assez exigeant. Je me dis ce serait bien qu'il y ait une unanimité derrière ce rapport et après on pourra rebondir. Et donc il y a eu unanimité. Et le jour de l'approbation du rapport, j'ai dit que les écolos seraient allés plus loin, mais étaient déjà satisfaits de ces recommandations. Mais après tout ce qu'on avait entendu, on ne pouvait pas rester là, les bras croisés, pour passer à autre chose. Il se trouve qu'un administrateur du Sénat m'avait interpellé. Alors moi, j'étais timide dans tout ça. J'écoutais, je regardais, je travaillais, je prenais des notes. Et il me dit, monsieur le sénateur, je suis bientôt à la retraite, je suis tenu par le devoir de réserve, mais quand je vois, je ne devrais pas vous dire ce que je vais vous dire, mais quand je vois l'intérêt que vous portez à cette mission-là, j'espère que vous allez pouvoir en sortir quelque chose. Moi, je me disais, il y avait quelque chose à faire, mais je ne savais pas quoi. Et ce monsieur, quand il m'a dit ça, il m'a galvanisé au niveau de la confiance en moi et de me dire, on va faire quelque chose. Et le jour du rapport, donc je dis toute ma satisfaction, et j'annonce à mes collègues, sans avoir consulté qui que ce soit, moi je vais vous faire une proposition de loi visant à interdire les pesticides, non pas en agriculture, parce qu'il y avait la loi d'avenir agricole qui arrivait après, l'année d'après, mais sur tous les espaces qui ne sont pas agricoles, les jardins et les espaces publics des communes. Et puis je regarde mes collègues, je regarde le ministre Le Foll, et je dis si on n'avait pas une majorité, si on n'avait pas un avis favorable du gouvernement sur une proposition de loi pareille, ce serait à désespérer de tout. Et voilà, et donc je descends et en bas on me dit Joël, t'es un petit peu jeune ici, t'es un petit peu utopiste, c'est pas comme ça que ça se passe. Jamais ce genre de choses ça peut passer avec les lobbies, avec la réglementation européenne. Et ma réponse a été de dire je me donne un an et on devrait pouvoir y arriver parce que ce qu'on a entendu collectivement, on peut pas en rester là. Et au final, donc on a travaillé, j'ai revu mes collègues les uns après les autres.
en disant, après ce que tu as entendu là, tes pères, tes grands-pères, tes mères, tes grands-mères, tu vas quand même pas t'opposer à une proposition de loi comme ça. Ah oui, mais tu comprends les mots d'ordre du parti politique et tout. Je dis, non, mais là, c'est pas les mots d'ordre, c'est en ton âme et conscience, tu vas voter pour ou tu vas voter contre. Alors j'ai dérangé un certain nombre de gens, de collègues, je les ai dérangés gentiment, et certains m'ont dit, bon, on ne peut pas voter pour, mais on peut quand même s'abstenir. Et ce qui a permis d'avoir une majorité de favorables. Et donc cette loi, elle a été votée, donc elle est appliquée depuis 2017 pour les communes, 2019 pour les jardins et 2022 pour les cimetières, les terrains de sport. Alors ça reste une petite loi. Et j'aime bien la qualifier de loi pied dans la porte. Parce qu'elle a été votée, parce que les molécules concernées étaient dangereuses pour la santé et l'environnement, mais ce sont les mêmes molécules qui sont utilisées en agriculture. Et je me disais, là-dessus on va embrayer sur l'agriculture, ça a été beaucoup compliqué. Et le pire maintenant, c'est qu'on est même, dans certains domaines, à des retours en arrière. Mais par contre, cette loi a été votée. Les cimetières où il a fallu les écarter parce qu'il n'y aurait pas eu de majorité. Je me disais, bon, on peut les écarter parce que les maires, à un moment ou à un autre, vont se passer des pesticides. Et ça a été beaucoup plus vite que prévu, avant que ce soit complètement interdit. Il y a un mouvement de végétalisation des cimetières qui s'est mis en place. Et ce qui fait qu'en 2022, non pas par la loi, mais par le règlement, on a pu interdire aussi dans les cimetières. Et il y a un sociologue qui s'est penché sur le sujet et qui a parlé de révolution culturelle. Ça, c'était pas prévu du tout. Mais nos cimetières qui étaient culturellement, historiquement minéraux, eh bien, sont devenus très rapidement, à cause d'une petite loi, devenus végétalisés. Voilà, ça fait partie des choses positives qui ont été mises en place. Alors maintenant, d'abord moi j'y suis plus. L'année dernière j'ai choisi de ne pas me représenter. Il y a un moment où il faut savoir laisser la place et continuer différemment parce que c'est ce que je fais quand même. Il y a 2 propositions de loi qui sont sous le coude et qui peuvent intéresser cette journée. Une loi portée par Daniel Salmon, sénateur d'Ille-et-Vilaine, une loi visant à la requalification et la préservation des haies. On a parlé des haies, de leur importance. Il y a un moment où la loi doit intervenir parce qu'aujourd'hui encore, des milliers de kilomètres de haies sont abattus. Le rythme, depuis 3 ans, le rythme est plus fort encore que de 2011 à 2016. C'est dire qu'il y a lieu de légiférer, de travailler là-dessus. Et là, l'intérêt justement de travailler aussi avec le monde scientifique, avec les chercheurs, les études qui ont été menées, pour que ce soit un travail cohérent qui soit mis en place. Alors ça va être le 19 décembre qu'elle va être débattue, cette loi. J'ai eu mon collègue Daniel Salmon ce matin au téléphone. Il n'est pas sûr d'avoir la majorité, mais il est pas sûr non plus que ça ne passe pas. Donc c'est assez sur la tangente. Et moi, ce que je me dis, donc il va voir les collègues, il va faire un petit peu la même technique que la mienne. Mais si je vais communiquer là-dessus, si nos concitoyennes et concitoyens s'intéressent déjà à qui est leur sénateur ou sénatrice, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Ce n'est pas du tout être montré du doigt, mais il y a des gens qui ne savent pas qui sont leurs parlementaires sur leur département. D'abord, identifier qui c'est, et puis interpeller. Il va y avoir cette proposition de loi, donc on va communiquer aussi sur le texte de cette proposition de loi. Quelle va être votre position ? On ne comprendrait pas que vous ne votiez pas pour ça, pour mettre une forme de pression positive et pour pousser les élus à jouer leur rôle. Parce que souvent, s'ils ne votent pas pour, c'est parce qu'il y a des mots d'ordre, c'est parce qu'il y a du lobbying derrière. Et donc, il y a urgence et il est nécessaire d'avancer. Et donc, fonctionner comme ça pourra être intéressant. Et ça donne aussi aux citoyens, aux citoyennes, ça leur redonne leur rôle politique de base. Parce que beaucoup disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, une des réponses que je donne, c'est celle-là. Renseignez-vous sur les propositions de loi, les projets de loi qui sont débattus et interpellés. Une seconde proposition de loi
également intéressant la journée d'aujourd'hui, c'est les périmètres de captage. Donc la loi Labbé interdit les pesticides sur les espaces publics et les jardins. Les périmètres de captage, l'actualité nous le montre tous les jours pratiquement, qu'on retrouve des molécules dans l'eau, des molécules qu'on ne cherchait pas jusque-là, qu'on ne trouvait pas jusque-là. Et c'est quelque chose d'assez catastrophique. Et la question toute simple, c'est de se dire, mais à ce moment-là, si sur les périmètres de protection de captage, on cesse d'épandre des pesticides, ce sera déjà ça de gagner. Pesticides et engrais de synthèse. Alors, cette proposition de loi propose justement l'interdiction de l'usage des pesticides sur les périmètres de captage. Et là encore, dans un but de santé publique et dans un but aussi économique, parce que le coût de réhabilitation de la qualité de l'eau au niveau national, c'est de l'ordre d'1 milliard chaque année pour rendre potable ou semi-potable, parce qu'il y a encore des résidus qu'on n'a pas décelés dans les eaux. Avant d'arriver à faire en sorte que l'eau redevienne potable, parce que sur les périmètres de protection de captage, on n'utilisera plus ces produits. Et d'ailleurs, ces produits devront ne plus être utilisés bien au-delà au niveau de l'agriculture. Mais mon point de vue, c'est d'avancer par étape et sur des choses qui sensibilisent énormément. Et la qualité de l'eau, c'est quelque chose qui sensibilise. Un point, on l'a évoqué ce matin, je l'ai entendu. On a parlé de Stéphane Le Foll. Quelqu'un a parlé de Stéphane Le Foll. Pour moi, qui est connu, je crois que c'est 5 ou 6 ministres de l'Agriculture, s'il y en a eu un qui a porté l'agroécologie, c'est lui. Et que c'est véritablement dommage que son action n'ait pas, d'abord qu'il n'ait pas continué, qu'il n'ait pas pu continuer, mais que son action n'ait pas été suivie des faits. Donc l'agroécologie est entrée dans la loi. Et c'est à cette période que nous, les écologistes qui étions dans la majorité, avons proposé la mise en place de PAT, projets alimentaires territoriaux. Alors Stéphane Le Foll était intéressé. Notre idée, c'était de les rendre, de dire on met en place des projets alimentaires territoriaux sur les bassins de vie, comme il y a la succession des postes, c'est plus les postes, c'est merde. Oui, alors voilà. Mais Stéphane Le Foll dit non, c'est pas possible. Oui, les PLU. C'est pas possible, on ne peut pas imposer ça. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est les favoriser et les rendre facultatifs et les soutenir. Et donc, se sont mis en place les projets alimentaires territoriaux d'une manière volontariste, mais il n'y a pas eu les soutiens nécessaires ensuite. Alors, ici, il y a un plan alimentaire territorial qui fonctionne, je crois, plutôt bien. L'idée, c'est de faire en sorte que ces projets puissent être généralisés et puissent accélérer. L'idée de départ, c'est on a un territoire avec une population, on a des terres sur ce territoire, sur ce bassin de vie, des terres pratiquement partout. Vers Perpignan, il y a des soucis, c'est vrai. Maintenant, pratiquement partout, il y a encore des terres qui sont riches et productives. Comment faire en sorte qu'à l'horizon 2040, une partie de plus en plus importante de l'alimentation consommée par la population du territoire soit produite sur le territoire? Alors là, on entend dire ouais, encore les utopies. Parce que maintenant, l'alimentation est mondialisée. Alors l'alimentation mondialisée, on en paye le prix fort aujourd'hui, les consommateurs, les consommatrices et consommateurs, mais aussi les paysans, enfin une partie des paysans. Je crois que j'ai les chiffres en dessous du seuil de pauvreté. Je reprends Oui, 18% des agriculteurs sont en dessous du seuil de pauvreté. Et au moment où 2 millions de nos concitoyens ont nécessité de l'aide alimentaire. C'est dire que le système agricole et alimentaire ne fonctionne pas et que l'idée de revenir sur une alimentation territorialisée, pas d'une manière fermée évidemment, il y aura toujours des échanges internationaux, mais si l'essentiel se fait comme ça, c'est dans l'intérêt
et des consommateurs fragiles, que sont les enfants, que sont les personnes âgées, et puis aussi dans l'intérêt des producteurs, des éleveurs. Par contre, ceux qui ne retrouveront pas leur intérêt, c'est l'industrie agroalimentaire, c'est la grande distribution, de très gros lobbyistes dans le paysage national et international d'ailleurs. Mais par contre, il n'y a pas lieu d'aller lutter contre eux, ils font leur travail, mais s'ils se mettent en place sous forme de gouvernance partagée entre les élus nationaux du territoire, les élus locaux, les élus régionaux, les parents d'élèves, les citoyens, les ONG, les agriculteurs, les éleveurs, tout le monde autour de la table, voilà notre objectif, comment on s'y prend. Et là, c'est un véritable projet d'un intérêt extraordinaire pour tout le monde. Et comme on tient à diversifier les productions sur le territoire, eh bien, on revient, pas forcément à l'unité de ferme, mais sur le territoire, à des formes de polyculture élevage, mieux encore de polyculture polyélevage, pour véritablement répondre aux besoins. Et lorsqu'on pratique ça, j'ai entendu aussi ce qui a été dit dans la journée, eh bien, on réhabilite énormément de choses au niveau du sol, au niveau du paysage, au niveau de tout ça. Alors les projets alimentaires territoriaux, ils sont en place, ils ne sont pas encore obligatoires comme je le souhaiterais, mais ils sont en place et si on s'en saisit véritablement, eh bien on peut accélérer les choses, accélérer les transitions. Alors je ne sais pas au niveau du... Je pense que là c'est parfait. Ça nous laisse un peu de temps pour discuter avec vous. Et d'ailleurs, il y a déjà 2 questions sur lesquelles on peut tout de suite rebondir, parce que la notion de périmètre de captage n'est pas forcément claire. Certaines personnes ne savent pas de quoi on parle. Et peut-être aussi savoir qui porte le projet de loi sur l'interdiction des pesticides en zone de captage, justement, parce que je ne crois pas que ça a été mentionné. Deuxième partie de la question, c'est... Jean-Claude Roux, qui est député de Loire-Atlantique, qui porte, alors je l'ai eu au téléphone aujourd'hui encore, c'est courant février, il espère pouvoir la passer dans une niche, cette proposition de loi. Alors les périmètres de protection de captage sont véritablement à définir parce qu'il y a la notion d'aire de protection de captage également. Donc alors, évidemment, quand on travaille sur la loi, on doit véritablement préciser les choses. Alors là, j'ai pas le texte abouti encore, mais en tout cas, c'est les aires sur lesquelles, s'il y a des pesticides, il y a un impact sur l'eau. Donc c'est périmètre de protection en gros, mais à définir. Merci. Alors, j'imagine qu'il y a des questions dans la salle. Donc, levez la main si vous souhaitez prendre la parole et poser une question, parce qu'on en avait déjà reçu en amont de la rencontre. Donc, n'hésitez pas. Il y en a une qui est arrivée par l'application au sujet de la sécurité sociale de l'alimentation. Est-ce que c'est un combat politique actuel intéressant pour la transition agroécologique? Ça rebondit avec ce qui était dit en fin d'intervention. Oui, absolument. Quand on part du constat que 2 millions de nos concitoyens doivent avoir recours à l'aide alimentaire, que des étudiants, que des personnes âgées, que des étudiants, que des mamans isolées se retrouvent dans la situation de ne pas pouvoir se nourrir correctement, c'est absolument anormal. Et donc il y a des réflexions qui ont été menées sur le fait de se dire, après la guerre, le pays était, comme tout le monde le sait, était dévasté. Eh bien, nos prédécesseurs ont eu cette noble idée de créer une sécurité sociale. C'était véritablement une utopie, et partant avec très très peu de moyens. Ils ont réussi à la mettre en place, et on en bénéficie encore, et on est exemplaire à l'échelle mondiale. Et bien, sur les questions de l'alimentation, cette idée de mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation, partant du fait que l'alimentation est un droit humain fondamental.
que tout le monde, tous nos concitoyens, et au-delà d'ailleurs, parce qu'on devrait parler au niveau de la planète, mais bon, les lois s'appliquent sur notre territoire d'abord, et bien faire en sorte que chacun puisse se manger à sa faim et de qualité. Et alors, quel impact par rapport à l'agroécologie? Justement, si des aides sont mises en place, ce sont des aides ciblées vers des produits justement qui sont produits par une agriculture ou un élevage vertueux. Et à Bordeaux, on a pas mal d'expérimentations autour de la sécurité sociale de l'alimentation. Je crois que Ève Demange peut peut-être préciser. Tu veux prendre la parole? Je laisse le micro. Oui, non, c'était juste pour vous signaler que donc je suis Ève Demange, j'ai élu à la ville de Bordeaux. Vous dire que sur la ville à Bordeaux, on a une expérimentation en cours justement de sécurité sociale de l'alimentation qui est coportée avec le département de la Gironde et l'association Acclimataction, qui a démarré donc l'année dernière, qui a été co-construite par les habitants eux-mêmes, dont une grande partie, 8 sur 10, étaient en situation de précarité alimentaire et qui se sont vraiment questionnés sur le modèle idéal pour eux et qui ont en fait co-construit petit à petit ce qu'ils souhaitaient. Cette expérimentation, elle a démarré en mars de cette année, elle va durer 1 an et elle va nous permettre de regarder comment ça se passe. Ça concerne 400 personnes. Et donc, il y a une centaine de personnes qui sont donc à Bordeaux, une partie à Bègles, et une partie en Sud-Gironde et une partie également en Pays Foyen. Donc ça fait 400 personnes en tout. Et c'est très intéressant parce que ça va nous permettre de voir un petit peu comment ça fait évoluer leurs habitudes de consommation, qu'est-ce que ça change pour elles. Voilà. Et l'objectif, c'est aussi quelque chose qui est mené dans d'autres villes, comme par exemple à Montpellier. Et ce qu'on veut faire, c'est, en fait, plus il y a de villes, plus il y a de collectivités qui travaillent sur ce sujet, plus ça permet de documenter et plus ça permet de voir comment est-ce qu'on pourrait arriver à créer une branche de la sécurité sociale sur l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est vraiment un sujet de santé. Et donc, l'idée, ça serait de pouvoir faire en sorte qu'on travaille à la fois sur la partie précarité alimentaire santé, mais aussi sur la partie, finalement, soutien aux producteurs locaux, puisque l'objectif, c'est que les habitants puissent aller finalement se fournir chez des producteurs dans des endroits qui sont conventionnés. Voilà. Merci beaucoup. J'enchaîne sur mes questions. Alors, je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Ah, il y en a une ici. Allez-y. Oui, N'oubliez pas de vous présenter. Gonzague Lurton, viticulteur à Margaux. On a parlé beaucoup aujourd'hui de toutes les possibilités techniques qui existaient au niveau de développement de l'agroécologie, d'une agriculture robuste, parfois au détriment de la performance, on l'a dit. Là maintenant, on a eu beaucoup de spécialistes, on a eu peu d'exploitants qui nous ont parlé. On a juste eu un témoignage de Lucie pour nous dire que économiquement ça pouvait être compliqué à réaliser. On se rend compte qu'il y a un certain nombre de barrages, probablement parfois politiques. Joël, vous nous dites qu'au niveau français, il y a des choses à faire. C'est une bonne nouvelle, que les lobbies n'ont pas forcément partie gagnée. Mais en même temps, on se rend compte que la partie financière économique, elle est beaucoup aux mains de l'Europe et de la PAC, que maintenant il y a des décisions qui sont prises au niveau du commerce international, qui sont prises au niveau de l'Europe. Est-ce que finalement, au niveau de la France, on ne fait pas que du saupoudrage et qu'on est devenu un acteur mineur et que les vraies décisions sont prises au niveau de l'Europe par peut-être la Commission européenne, qui, que je sache, n'est pas élue. Est-ce qu'on a des moyens, d'après vous, d'agir? Quels sont les leviers qu'on pourrait avoir pour avoir quelque chose d'efficace, parce que ces grandes actions européennes, peut-être, sont en train de sabrer tout ce que nous essayons tous collectivement de mettre en place? La réponse, c'est en grande partie, on le peut déjà au niveau national. Et lorsque l'on parle de l'Europe, la France est un pays européen, avec des représentants au niveau de l'Europe. Si on devient exemplaire au niveau européen, on sait aussi l'importance de la France au niveau de l'agriculture et de l'alimentation. On peut tirer l'Europe vers le haut. Pour le moment, on se regarde avec les autres. Il y a l'influence des lobbies d'une manière énorme au niveau de l'Europe. Alors, on parle de la Commission européenne et c'est vrai que les membres de la Commission ne sont pas élus, c'est le Parlement.
Mais par contre, il y a des directives européennes. La politique de la fourche à la fourchette, par exemple. Cette orientation-là, elle est extrêmement intéressante, elle est européenne. Elle a été balayée par la France compris. Par contre, comment on peut faire si on parle alors, l'Europe, l'argent européen pour l'agriculture, c'est 9 milliards d'euros annuels. L'étude du Secours catholique d'il y a 2 semaines démontre que l'aide globale en France à l'agriculture et à l'agroalimentaire, c'est 43 milliards d'euros. Ça veut dire qu'avec ça, si les aides que l'on donne, on les cible précisément sur la qualité, eh bien ça change beaucoup de choses. Et on dit que les produits de l'agriculture biologique sont plus chers. Mais on ne met pas tout dans la balance. Ce rapport du Secours catholique est intitulé « L'injuste prix de notre alimentation ». Donc 43 milliards d'aides au niveau national, 19 milliards consacrés seulement à la réparation. Réparation, la qualité de l'eau, on en a parlé, la santé humaine, la biodiversité, toute l'économie liée à la pollinisation qui tombe. Tout ça mériterait d'être soutenu. Alors si on met dans la balance tout ce que coûte ce qu'on appelle les externalités négatives de l'agriculture productiviste et qu'on n'en met qu'une petite partie pour aider au développement de l'agriculture biologique et de l'agroécologie, eh bien très rapidement on inverse la tendance. Le problème, je m'en suis rendu compte plein de fois, ça m'a souvent mis en colère, il y a un modèle agricole français, et derrière lequel il y a un gros syndicat, il y a tous les lobbies de l'agroalimentaire, du machinisme agricole, des pesticides, des engrais, tout ça fait système et très très bloqué pour les avancées nécessaires. Alors l'agriculture biologique est toujours encore aujourd'hui, certes, oui, l'agriculture biologique, mais c'est la niche et pour les gens qui en ont les moyens. Alors que l'agriculture biologique mérite véritablement d'être prise en considération. Si on met sur la table ces coûts-là, publiquement et politiquement, eh bien on doit pouvoir faire avancer les choses. Parce qu'on sait quand même que ce système, que ce modèle agricole et agroalimentaire est suicidaire, nous a déjà emmenés dans une situation pratiquement délicate. Et si on continue, eh bien ça ne va pas s'arranger. Et l'agroécologie, qui est le sujet de la journée, est une véritable réponse. Par le passé, on disait ouais, mais ça ne peut pas, on ne peut pas nourrir la France, on ne peut pas nourrir l'Europe. Il se trouve que l'un des vice-présidents de l'INRAE est venu au Sénat l'année dernière nous présenter une étude, alors l'intitulé, je crois, c'est « L'agriculture biologique pourrait nourrir la France en 2050 ». Là encore, scientifiquement démontré, établi. Alors évidemment, il y a un certain nombre de choses qu'il faut modifier, notamment les habitudes alimentaires, inverser les proportions entre protéines animales, protéines végétales. Mais tout ça, c'est une bonne chose pour tout le monde et pour la santé. Et c'est de toute façon dans l'air du temps. Et alors ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. S'ils ont mis 2050, ça veut dire qu'il faut un certain temps. Mais dès l'instant qu'on met une date butoir, et qu'on se donne une trajectoire, eh bien on va y arriver. Pour moi aussi, là, d'expérience, on ne peut pas, alors certains veulent les grands soirs, tout d'un coup on va tout changer, ça ne peut pas marcher comme ça. Par contre, un état des lieux, lucide, partagé, voilà la situation. Et comme on est en situation d'urgence, il est nécessaire de le faire. Où on veut arriver, quelles sont les trajectoires possibles, et on se met en route collectivement pour atteindre cette trajectoire. Et une grande partie de nos concitoyens seraient partants, même si ce n'était pas facile, seraient partants pour rentrer dans une démarche comme celle-là. J'interviens assez souvent auprès des jeunes, lycéens, collégiens, étudiants, et eux, ils sont drôlement en attente
de direction claire, même si elles sont assez loin, même si elles sont difficiles. Quand on a 20 ans, quand on a 18 ans, eh bien on se doit de croire en l'avenir, d'espérer. Notre rôle, à nous politiques, c'est justement d'accompagner ces espoirs de la jeunesse, parce qu'une société qui désespère sa jeunesse, c'est une société qui n'ira pas loin. Alors comme on est optimiste, pas d'un optimisme béat, mais d'un optimisme combatif, on se dit qu'avec eux, on va y arriver. Merci Joël. Merci beaucoup.